les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Dubreton, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on fait un état des lieux des guerres dans le monde et de leur avenir au regard des dernières élections américaines. On analyse ce que ça implique pour notre chaîne alimentaire. Bienvenue à Zone Agricole. L'agriculture et l'agroalimentaire sont des affaires mondiales au regard des nombreux traités signés au cours des dernières décennies. Au regard de la guerre déclarée par la Russie en Ukraine, de la nature de ce pays comme grenier du monde, au regard des tensions actuelles au Moyen-Orient et de la nouvelle donne politique aux États-Unis, nous nous penchons sur les options qui s'offrent à nous dans un avenir proche. Cette émission est très spéciale de par son thème, mais aussi par la qualité de ses invités. Nous recevrons Jean-Jacques Hervé, un expert conseiller en Russie comme en Ukraine au cours de sa carrière, Marc Dion comme ancien sous-ministre au MAPAC, et Martin Caron, président de l'UPA. Mais tout de suite dans le vif du sujet, que se passe-t-il depuis l'élection de Trump? On parle du contexte et de la revue de presse avec Simon Bégin et Guy Duval. Bonjour Yannick. Bonjour. Ben, écoute, je pense qu'on est tous un petit peu en état de choc. Moi, je trouve ça drôle de voir bien des commentateurs dire on le savait, on l'avait prévu, mais c'est pas ça qu'ils disaient juste avant les élections. Maintenant, nous, on est en état de choc pas mal partout au Canada, en Occident, mais toi, Guy, tu es allé aux États-Unis une semaine dans les jours suivants l'élection, et pas n'importe où, à Philadelphie, l'épicentre du tremblement de terre Trump. Oui. Qu'est-ce que tu as pu observer? Absolument rien. Oh, absolument rien. C'était calme, aucune affiche, aucune pancarte. Tout était calme, les gens très sympathiques. Ce qui m'a surtout interpellé, parce que j'y allais quand même pour le sport, j'allais voir du football. C'est sûr que quand tu vas t'acheter une bière au football, hein, c'est plus 20 $, 25 $ américains. Là. Mais c'est surtout quand j'étais à l'épicerie. Parce qu'on a parlé beaucoup d'inflation aux États-Unis. Puis lorsque j'étais à l'épicerie, j'ai remarqué quand même les prix. Et puis, je trouvais que les prix ressemblaient aux nôtres en termes de prix, mais excepté que c'était des dollars américain. Là, ça voudrait dire que le facteur inflation a vraiment joué. Maintenant, si on regarde l'actualité, ce qui a dominé dans les dernières semaines, c'est les nominations de M. Trump. Moi, il y a une expression qui peut résumer ce à quoi on a assisté, c'est jeter de l'huile sur le feu. Ceux qui pensaient que M. Trump, 2024, serait le même que 2016, un peu décousu, pas trop savoir où il s'en va. Ah non, c'est pas ça qui s'est passé. Il sait où il s'en va. Et en fait, ce qu'on peut se demander, c'est laquelle de ces nominations-là a été la plus choquante. Moi, je trouve personnellement que c'est M. Musk. Est-tu nommé ou pas nommé, on ne sait pas trop, mais quel rôle ce type-là va jouer, là, ça peut être assez inquiétant. Mais si on regarde, M. Gates, un gars sous enquête du FBI qui va diriger le FBI, oh là là. M. Kennedy, en charge de la santé, complotiste, anti-vaccin. Par ailleurs, il est contre les additifs. Alors, il y a peut-être un côté qu'on peut voir peut-être positif, là. Peut-être que les normes américaines très laxistes vont se rapprocher des normes canadiennes. En tout cas, bref, on peut les aligner comme ça. Il y a une hypothèse qui circule, c'est que ces nominations-là sont tellement choquantes que M. Trump veut casser le Sénat. Ah, on sait qu'il y a un certain nombre de républicains qui peuvent résister à certaines de ces nominations-là. Est-ce qu'ils vont oser le défier? S'ils se couchent, ça veut dire que M. Trump a le pouvoir absolu. S'il résiste, bien là, il va savoir quelle tête couper. Alors, ça peut être intéressant à suivre. Maintenant, il y aurait peut-être une réflexion un petit peu plus large, un petit peu plus philosophique, si tu permets, Yannick. J'ai regardé la définition du mot décadence. Le mot décadence, c'est une période de l'histoire où le système politique d'une civilisation entre en déclin. Moi, je pense que bien avant M. Trump, puis au-delà des États-Unis, peut-être que le système politique auquel on est habitué en Occident, les institutions, des élections, la démocratie, c'est un petit peu en déclin. Maintenant, est-ce que, jusqu'où ça va aller sous Trump? Moi, je pense qu'il va y avoir un test important aux élections de mi-mandat. La principale institution démocratique, c'est le système électoral. C'est la possibilité que les gens ont, à intervalles réguliers, de choisir leur gouvernement. Et quand le gouvernement change, ça se fait de façon pacifique.
Alors, je pense que ça va être deux grands tests qu'on va voir. Alors, le prochain grand test, dans c'est 2 ans, les mandats, et le vrai deux... grand test, dans 4 ans, les élections. Est-ce que les institutions démocratiques qui permettent une transition pacifique du pouvoir vont tenir avec toute la pression que M. Trump peut mettre? C'est ce qu'on va voir. On a 2 ans pour voir ce qui va se passer avec Trump et on va en parler de toute façon toute l'émission avec nos experts. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Jacques Hervé, bonjour. Comme je le disais dans la présentation, vous êtes une sommité dans le monde agricole, mais aussi un expert géopolitique, fin connaisseur des enjeux en Russie et en Ukraine. Première question qu'on a envie de vous poser, quelle est la situation en Ukraine depuis l'élection de Trump? À quoi doit-on s'attendre dans le team Poutine-Trump? Et dans la fondation Robert Schuman, vous venez de sortir un texte où vous dites l'importance de l'Ukraine comme grenier pour l'Europe. Qu'en est-il de la situation, monsieur Hervé, selon vous? Bonjour Yannick, bonjour Serge Abi du Québec. Pour moi, ce qui est le plus frappant dans tout ce contexte nouveau d'une guerre à la porte de l'Europe, c'est la façon dont la Russie renouvelle complètement son positionnement international. Et depuis plusieurs années maintenant, depuis plus de 3 ans, plus de 3 campagnes, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Elle devient le premier exportateur mondial de grains d'une façon générale et elle a un potentiel devant elle absolument considérable de croissance. Poutine ne subventionne pas son agriculture, mais il encourage les hommes d'affaires à investir dans ce secteur. Et donc aujourd'hui, on a un nouveau concurrent mondial pour les grands pays exportateurs qui sont l'Amérique du Nord, dans laquelle je place évidemment les États-Unis et le Canada, et l'Europe, notamment la France au sein de l'Europe. Et donc, nous avons intérêt à réfléchir à ce nouveau tableau avec une Russie qui passe un accord très fort avec la Chine et l'Iran pour constituer... Justement, M. Hervé, dans cet accord avec la Chine et l'Iran, ça m'amène aussi à réfléchir au conflit Israël-Palestine qu'on voit comme extérieur des fois, mais tout n'est pas forcément extérieur. Les conflits sont parfois liés. Qu'en est-il de la circulation dans le canal de Suez et quels peuvent être les impacts si la Russie s'entend effectivement avec la Chine, l'Iran et la Corée du Nord? On voit bien les perturbations sur les tarifs d'assurance. On voit bien la pression déflationniste sur le prix des céréales à cause des difficultés et du rallongement des parcours pour contourner l'Afrique. Mais on voit aussi s'ouvrir de nouvelles voies. La Russie a maintenant complètement financé la restauration d'une ligne de chemin de fer direct de Moscou à Abadan, sur le grand port de l'Iran, ce qui lui donne maintenant un accès pour ses navires à l'est de l'Afrique et donc une capacité de concurrence des fournisseurs à classique par la Méditerranée et par l'Atlantique. Et dans les solutions concrètes pour nous occidentaux, parce que je vous dis, vous nous dites le grenier c'est l'Ukraine pour l'Europe, donc il faudrait que l'Europe gagne l'Ukraine. Au Canada, on doit réagir comment? Est-ce qu'on doit produire plus sur nos propres terres? Comment doit-on se positionner face à ça? Je pense qu'il y a 2 choses à voir. Il y a d'une part le fait que aujourd'hui la compétition est fortement altérée par les écarts de coûts de production. Produire une tonne de blé en Russie, c'est $100. Produire une tonne de blé en Ukraine, c'est peut-être $120 aujourd'hui à cause de la guerre. C'est 2 fois moins que chez nous et pratiquement 2 fois moins que chez vous. Donc nous avons intérêt à avoir des accords avec les pays qui produisent moins cher. L'Europe a intérêt à avoir un accord avec l'Ukraine pour pouvoir ensemble exporter et présenter une capacité de relations utiles, amicales avec les pays d'Afrique qui ont besoin de se nourrir. Donc nous avons besoin de nous entendre. Deuxième problème auquel je suis très sensible à la suite d'un cancer que j'ai mis quand même 5 ans à peu près éradiquer, c'est que les médecins que j'ai rencontrés, des collègues médecins que j'ai rencontrés me disent une des grandes causes sans doute du développement des cancers, c'est la multiplication de xénobiotiques dans l'environnement. Et la plupart d'entre eux, ce sont les produits de traitement des cultures. Donc nous sommes face, nous, les pays développés, le Canada, les États-Unis, l'Europe, à la nécessité
d'inventer de nouvelles méthodes de culture, qui feront moins appel aux pesticides et beaucoup plus appel à l'énorme cortège microbiologique des sols. C'est le message d'un Français, d'un confrère de l'Académie remarquable qui s'appelle Marc-André Sellos et qui nous invite à regarder avec beaucoup plus d'attention la microflore et le microfaune du sol. Merci, Je pense monsieur. que nous avons intérêt à faire un bio qui ne soit pas le bio romantique des éleveurs de chèvres du Larzac, qui soit un bio vraiment porté par la nécessité de produire pour nourrir 10 milliards d'hommes. Ça ne va pas se faire instantanément, et ça ne va pas se faire en réduisant la productivité. Ça va se faire en augmentant l'efficacité de nos technologies. Alors, on regardera, Monsieur Hervé, ce qui va se passer dans les prochains mois avec l'arrivée de Trump et les réactions en fait, qu'il va y avoir en chaîne. On va en parler dans le reste de l'émission avec nos invités également. Merci beaucoup. Merci. Michel Saint-Pierre, Marion, bonjour. Michel, comme tu sais, Marion est déjà venu dans cette émission il y a quelques semaines avant l'élection de Trump. Il nous avait mis en garde suite à la Fondation Héritage qui avait sorti le projet 2025 en nous disant que l'industrie agricole et agroalimentaire pouvait vivre une période d'incertitude. Simon vient de nous parler de nominations qu'il juge inquiétantes. Es-tu de cet avis? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent d'ailleurs depuis la montée de Trump, en particulier la polarisation qui s'est installée aux États-Unis et qu'on regarde ça, nous, ici, on ne connaît pas des extrêmes comme ça, mais il y a quand même des tendances lourdes aussi qui se pointent. Les dominations, et Simon en a parlé, il y a de quoi inquiéter aussi, parce que quand on met un climato-sceptique à l'environnement, quand on met quelqu'un qui est anti-vaccin à la santé, quand on s'entoure de gens qui ont été plus, comme Elon Musk, connus pour... quoi qu'il y a des grands projets, là, mais qui a aussi mis la hache dans l'organisation Twitter, qui tout ça regarde pas très, très bien. À l'agriculture, je ne sais pas si Marc a eu des informations. Moi, je n'ai pas eu sur ce plan-là. Mais sur le projet 2025 que Trump défend, ou du moins que Héritage défend, les amis de Trump, vous disiez que si les États-Unis sont identifiés comme des grands pollueurs et qu'on arrête en fait le combat des changements climatiques qui était en place actuellement, qu'on en paierait le prix. Quelles sont les conséquences positives et négatives pour les Américains en fait? Oui, allons-y avec les conséquences positives. Là. Mais il faut dire au point de départ là, que le projet 2025, pour résumer pour nos auditeurs, c'est un projet où c'est une feuille de route qu'on construit pour comment administrer un gouvernement républicain de droite. C'est à ça qu'on fait face actuellement. Les agriculteurs, eux, ont voté républicain. Ça, c'est important de le savoir. Puis c'était vrai aussi même dans l'élection précédente. Alors, c'est pas nouveau. Ça, c'est là. Mais la dynamique économique qu'on veut créer, c'est une dynamique où on veut un développement de l'économie pour, en cas de l'agriculture et de l'agroalimentaire, réduire le coût du panier d'épicerie. Ça, c'est le principe général. Alors, on a 4 éléments qu'on pourrait dire positifs qui favorisent l'économie ou la production agricole et agroalimentaire. C'est une déréglementation substantielle. Bon, on le sait, les agriculteurs s'en sont plaints à différents moments, la paperasse, la lourdeur administrative, les règles environnementales. C'est sûr qu'ils vont essayer de regarder ces questions-là. La réduction du coût de l'énergie. Bien, dans le cas du coût de l'énergie dans l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est un facteur majeur dans les coûts. La baisse des impôts pour les entreprises, ça fait une marge pour investir. Et les barrières commerciales internes qu'on va fixer pour tout produit extérieur. Ça, c'est les quatre éléments. Positif. Dans les éléments négatifs. Négatif, maintenant. Dans le négatif, on a... il faut reprendre un peu les mêmes éléments, mais regarder l'autre côté de la facette. Alors, la déréglementation environnementale, bien évidemment, là, on va avoir des problèmes de pollution qui vont se créer à moyen et long terme. Pas demain matin, pas au lendemain où on change une règle, mais à moyen et long terme. Alors, c'est quoi les effets sur la santé des sols, sur les écosystèmes? Ça, on ne le sait pas. Il faudra voir comment on va le faire. Sur l'agriculture biologique, parce que le projet 2025, il dit l'agriculture biologique, il faut arrêter, il ne faut plus s'occuper de ça.
Bon, ça ne veut pas dire que des agriculteurs ne peuvent pas en faire, mais ça veut dire qu'on ne les réglemente plus. Mais un des points fondamentaux du projet 2025 était aussi, vous nous disiez, les principes fondateurs de l'OMC vont être mis en cause et ça va peut-être faire tomber la gestion de l'œuf. Est-ce que la gestion de l'œuf est vraiment à risque avec l'arrivée de Trump? C'est l'OMC qui est à risque. Alors, l'OMC, c'est en vertu des règles de l'OMC qu'on peut pratiquer la gestion de l'offre, parce que l'OMC nous permet d'avoir des taxes, de fixer des taxes à l'importation des produits. Si on n'a pas cette protection-là, on n'est plus capable de pratiquer la gestion de l'offre. Or, les Américains, ils veulent la fin de l'OMC. Ils veulent abolir cette barrière-là. Et si, ça c'est très hypothétique, si ça arrive, il va falloir se cacher derrière l'accord sur le commerce avec Canada-États-Unis ou Canada-États-Unis-Mexique, parce qu'on ne sait plus où on s'en va là-dessus. Hein. Et ça c'est pas gagné. Donc, ça, c'est fondamental. Merci, Mario. On en parle tout de suite avec le président de l'UPA, Martin Caron. Martin Caron, président de l'UPA, merci d'être avec nous à Zone Agricole. On va reparler de la gestion de l'œuf tout à l'heure, mais dans un premier temps, moi j'ai écouté votre conférence aux éleveurs de porc il y a quelques jours et vous disiez que vous parliez de l'immigration. Vous parliez de l'importance des travailleurs étrangers temporaires dans les exploitations agricoles au Québec et Trump veut renvoyer beaucoup d'étrangers. Est-ce que le fait que finalement ils auront moins de personnel en fait étranger sur les fermes américaines, ça va pas donner une certaine facilité aux fermes canadiennes et québécoises pour être plus compétitives, en fait? Mais tout d'abord, il faut mettre le portrait au niveau des travailleurs étrangers temporaires. Et ici, ça représente au Québec, c'est le 1/3 des travailleurs étrangers qui sont au niveau de ces travailleurs-là agricoles qu'on a. C'est quelque chose d'important. Ça fait depuis 50 ans que c'est là en place. Et ici, on a des normes. On a des normes au niveau salarial, tout ça. C'est que des gens qui arrivent des États-Unis, des illégaux, on ne pourrait pas les avoir au niveau des entreprises. Alors, donc, non, il n'y a pas cet impact-là. Puis, je pense qu'il faut revenir aussi sur l'aspect de main-d'œuvre, des fois qu'on dit à bon marché. C'est loin d'être le cas, là. Ici, au niveau de la main-d'œuvre, entre autres, le salaire moyen d'ouvrier agricole, c'est 21,11 $ là, en 2023. Et si on regarde ça, dans ces montants-là, il reste qu'il faut rajouter pour des travailleurs étrangers temporaires, le côté du logement, voilà, du transport, etc. Donc la perception de l'immigration, Michel, finalement, elle est faussée médiatiquement parce qu'on... Ah oui, elle est faussée. Martin vient de le mentionner. On a l'impression que c'est du cheap labor. Or, on n'est pas du tout là. C'est très structuré aussi. Tous les travailleurs étrangers temporaires en agriculture, c'est devenu très gros d'abord, avec des normes d'habitation, de temps de travail limité, parce que souvent, ces gens-là, bien sûr, sur le temporaire, c'est pour ramasser le plus possible. Mais il faut les arrêter parfois. On me fait souvent dire qu'il fallait dire à ces travailleurs-là, non, on ne peut pas travailler plus que, exemple, 12 heures, je ne sais pas. Vous étiez, Martin Caron, dans la conférence que j'ai écoutée, défenseur, en fait, de l'immigration, d'une certaine façon, puisqu'en fait, vous avez parlé de l'explosion démographique, plus 28% d'ici 2030 ou 2050 au Canada, plus 10% au Québec, et une demande en denrées alimentaires de plus 60%. Est-ce que dans ce cas-là, on fait fausse route avec tout notre discours sur l'immigration actuellement au Québec? Bien, c'est au contraire. Puis je pense qu'on a besoin au niveau de la production, puis au niveau de la transformation, et quand même de la main-d'œuvre qu'on a besoin. On a beau parler de robotisation, d'automatisation, de plus en plus nos fermes s'en vont dans ce sens-là, mais il reste qu'on a besoin de la main-d'œuvre. Mais comme Michel l'a mentionné, c'est de la main-d'œuvre aussi temporaire qu'on a là. C'est pas de la main-d'œuvre nécessairement à temps plein qu'on a besoin. Et si on arrive avec des gens qui arrivent du côté américain, bien, on peut pas. L'autre aspect qu'il faut réaliser, présentement, on a une problématique de logement ici pour les résidents au niveau du Québec et même du Canada. Donc, ça a un impact. Et notre territoire agricole, moins de 2 %, ça met beaucoup de pression encore là-dessus. C'est qu'il faut trouver quelque chose, mais il y a une opportunité dans différents marchés, que ce soit animal ou végétal. Au niveau, Michel, j'aimerais ça aborder la gestion de l'œuf avec Martin Caron, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Marc Dion. Puis on sait que Trump, quand il est arrivé en 2016, il y avait derrière lui toute la fanfaronnade en fait, des agriculteurs du Wisconsin qui voulaient la fin de la gestion de l'œuf, ni plus ni moins. Est-ce qu'on peut être face à ça en 2025 quand il va arriver au pouvoir?
Je vous dirais qu'on est inquiet. Il y a une inquiétude, je pense que ça a été mentionné tantôt. Mais quand on regarde quelques commentaires, puis si je prends exemple la National Milk Producer Federation, au niveau du Wisconsin, ça représente des 2/3 des producteurs laitiers américains. Et eux, ils ne veulent pas démanteler le système de gestion de l'offre, ils veulent plus avoir leur part de marché. Mais il reste quand même, c'est pas pour rien qu'on a poussé un projet de loi, puis qu'on est d'accord avec ça, puis qu'on se dit que ce projet de loi-là, C-282 devrait être appliqué pour donner un signal clair. Il y a quand même au niveau de nos politiciens. Il y a deux lectures. Le bill C-282, Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, il y a deux lectures à ça. Il y a des gens qui disent effectivement, oui, c'est bien parce que ça nous protège, puis il y a des gens qui disent, ben non, tu es juste en train de réveiller Trump pour lui dire que tu es en train de mettre des barrières. Malheureusement, c'était un peu ma lecture au début. Je me suis dit, c'est un peu sortir le drapeau, agiter puis dire qu'on est là, parce que dans le fond, je me suis toujours posé la question, est-ce que Donald Trump, ça le dérangerait une loi? Je pense qu'il semble, dans ses attitudes, il est très, très souvent au-dessus des lois. Et c'est un fonceur également. Alors, il n'y a pas grand-chose qui va le déranger. Moi, je pense que j'aurais aimé ça. C'est une opinion personnelle. Beaucoup plus être discret sur le sujet, pas agiter ça au moment où surtout, lui donne ses grandes orientations. Mais en même temps, on ne peut pas laisser ça là comme ça. C'est comme si on recule par rapport à ce projet de loi. On se met en position de défense, puis en position précaire, en train de négocier. Je pense qu'on est rendu le temps de s'affirmer. Puis quand on fait ça, c'est pas juste pour les producteurs puis notre future génération. C'est quand même pour le garde-manger de nos Québécois, Québécoises et des Canadiens, Canadiennes. Là. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel que quand on fait une négociation au niveau alimentaire, il faut se garder un pouvoir au niveau du peuple de décider. Et autant eux qui protègent le marché, que ce soit dans le sucre, entre autres, dans le coton, etc., qui sont prêts à mettre. Bien voilà, je pense qu'il faut sortir également le pendant de l'autre côté, montrer qu'il y a aussi du protectionnisme dans certaines productions aux États-Unis, et on n'est pas tout seul. Je pense que c'est sûr qu'en parler éclaire un peu le sujet, là, permet aux gens de savoir qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, la gestion de l'offre. Les citoyens consommateurs moyens, il n'y en a pas entendu parler beaucoup, à part récemment. C'est pas quelque chose qu'on a non plus décrit beaucoup. Alors, mais le protectionnisme qui existe ici dans la gestion de l'offre existe ailleurs aussi. Dans à peu près tous les pays, on protège une certaine base qu'on appelle sensible. Alors, Absolument. Est-ce que vous êtes, en tant que syndicat, président de syndicat, l'UPA, prêt, en fait, à affronter l'arrivée de Trump, en fait? Mais la première des choses, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contexte économique. Il y a des gains qu'eux font sur le côté, que nous aussi, on fait. Juste savoir, au niveau de l'augmentation des exportations qu'on a eues avec eux autres sur les dernières années, on a augmenté des 10 dernières années 95 70 de nos exportations sont au côté américain. On fait ça là, parce qu'il y a un gain de part et d'autre. Là. Puis je pense qu'on est vraiment liés ensemble entre le Canada et les États-Unis pour s'entendre. Puis c'est gagnant-gagnant pour tout le monde là-dessus. Merci, M. Caron. L'année 2025 va être fort intéressante. merci. Merci. Yann, bonjour. Tu as entendu tous nos experts passer sur ce plateau. L'arrivée de Trump fait parler beaucoup. En fait, c'est très médiatique. Concrètement, ça implique quoi pour la gestion de l'offre? Est-ce que c'est à craindre? Bien, personnellement, j'ai peut-être je pense un peu différemment de bien du monde. Je pense pas que la gestion de l'offre est réellement en danger. Bon, c'est sûr que les Américains, par principe, vont demander des choses, mais je pense pas qu'il y ait un grand désir, une grande faim de faire tomber le système de gestion de l'offre au Canada. Les Américains n'ont pas grand-chose à gagner. Moi, je pense que la menace de la gestion de l'offre vient beaucoup plus d'intérêts canadiens qu'ont certains intérêts à la faire tomber. On n'a rien qu'à penser à l'importation des ingrédients laitiers
depuis une quinzaine d'années. Bon, là, ça a arrêté un peu, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas recommencer. Ça, c'était une action beaucoup plus canadienne qu'une action américaine. Puis il y a des secteurs agricoles au Canada qui seraient peut-être contents de voir tomber la gestion de l'œuf. Oui, mais ça, c'est un vieux débat dans l'Ouest. On le voit, puis encore sur le bill C-282, on a vu une opposition d'organisations de l'Ouest canadien à se demander si la gestion de l'offre n'est pas leur sous-douleur pour cacher certains de leurs défauts. On n'a rien qu'à penser, les producteurs de bœuf qui ont signé, justement, ils ne veulent pas que le bill 282 passe. Même, c'est une rengaine qu'on entend à peu près à tous les 5 ans. Ils s'opposent à la gestion de l'offre, soi-disant, parce que ça les nuit à leurs exportations. Je pense qu'ils devraient regarder un peu dans leur cours et dans leur miroir. Il y a beaucoup d'autres choses qui nuisent à leur exportation. On n'a rien qu'à passer, dans le cas du bœuf, à l'utilisation d'hormones, ce qui leur ferme le marché européen. Au point de vue nord-américain, il n'y a pas grand danger. M. Caron l'a dit. On a une agriculture qui est très imbriquée à l'agriculture américaine. Les Américains aussi s'en vont clairement vers... Puis c'est pas rien que les Américains, de façon mondiale, on s'en va dans les pays occidentaux. Un resserrement, des contrôles aux frontières, l'ère de la mondialisation. On est plus sur le protectionnisme ouais, que sur le libre-échange à tout va. Ah, je verrais mal les Américains qui vont fermer la frontière sur certaines productions puis demander aux Canadiens d'ouvrir leurs frontières. Moi, je ne pense pas que la gestion de l'offre est menacée. Même au contraire, je pense que les Américains, de leur côté, on risque de voir apparaître d'autres systèmes. Parce qu'en passant, il y a beaucoup de systèmes de gestion de l'offre aux États-Unis. On risque de voir apparaître d'autres systèmes de gestion de l'offre. Dans d'autres secteurs. Beaucoup plus de subventions à l'agriculture aux États-Unis pour amener les prix bas. OK, faut pas... c'est ce qui risque d'arriver, parce qu'on ne voudra pas voir des prix des denrées agricoles de d'autres pays, notamment d'Amérique du Sud. Même, on le voit actuellement, il commence à avoir une menace, certains questionnements dans l'ALENA de la participation du Mexique, ça vient en passant du Canada. Alors, non, ça va être intéressant à suivre, là. Alors, très belle année 2025 à prévoir dans nos analyses. Merci Yann de tes participations. Les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Du Breton, fiers partenaires de Zone Agricole.